Je ne vais pas présenter longuement Monsieur Baudrillard, vous le connaissez sans doute. C'est un des plus éminents représentants de ce qu'il est convenu d'appeler la pensée postmoderne, mais avec les accentuations personnelles qu'il lui a données. Mais je voudrais tout de même rappeler que ses travaux ont débuté par la sociologie. Il a notamment fourni un livre qui est devenu un classique, qui s'appelle Le système des objets, et dont la réflexion a été prolongée dans La société de consommation, ses mythes, ses structures. Il a également beaucoup travaillé sur les médias et notamment la constitution du réel contemporain par les médias, à travers les médias. Et ce qui nous a poussé à l'inviter dans le cadre du colloquium, et en particulier dans le cycle Exposé-montré, c'est qu'il a une réflexion surplombante sur cette problématique, montrée, exposée, qui ne se cantonne pas donc au domaine artistique, mais qui porte sur la culture en général. C'est une pensée sans cesse en mouvement, qui affronte les paradoxes, qui prend des risques, qui ne se cantonne pas dans le politiquement correct, et qui aborde ces derniers temps notamment les liens entre image et violence. Et je signale qu'il a publié il y a quelques jours aux éditions Galilée Le pacte de lucidité ou l'intelligence du mal, qui évoque encore ce sujet. J'ajoute enfin, avant de lui laisser la parole, que M. Baudrillard est également un producteur d'images, puisqu'il est lui-même photographe, ce qui ajoute une facette et complète sa position par rapport à cette problématique exposée-montrée. Je le remercie donc encore, et nous vous écoutons, M. Baudrillard. Ah oui, peut-être comme ça. D'accord, très bien. Et je commencerai par essayer, enfin, par une espèce d'approche de la violence. Qu'est-ce qu'il en est de la violence? On peut distinguer peut-être plusieurs sortes de violence. On peut distinguer une forme primaire de violence, celle de l'agression, de l'oppression, du viol, du rapport de force, de l'humiliation, de la spoliation. Bon, ça c'est la violence unilatérale du plus fort, à laquelle il peut être répondu par une violence contradictoire, une violence historique, une violence critique, la violence du négatif. Violence de rupture, de transgression, à laquelle d'ailleurs on peut joindre la violence de l'analyse elle-même, la violence de l'interprétation, la violence du sens. Ce sont là des formes de violence déterminées, qui a une origine et une fin, et dont on peut repérer les causes et les effets, et qui correspond à une transcendance, que ce soit celle du pouvoir, de l'histoire ou du sens. À cela s'oppose sans doute une forme proprement contemporaine de violence, plus subtile que celle de l'agression. C'est une violence de dissuasion, de pacification, de neutralisation, de contrôle. Violence d'extermination en douceur, en quelque sorte. Violence thérapeutique, génétique, communicationnelle, c'est la violence du consensus et de la convivialité forcée, qui est comme une chirurgie esthétique du social. Violence préventive qui tend à abolir, à force de drogue, de prophylaxie, de régulation psychique et médiatique, les racines mêmes du mal et donc toute radicalité. C'est la violence d'un système qui traque toute forme de négativité, de singularité, y compris cette forme ultime de singularité qu'est la mort elle-même. Violence d'une société où nous sommes tous virtuellement interdits de violence, interdits de conflit, interdits de mort. Violence qui met fin en quelque sorte à la violence elle-même, et à laquelle il ne peut plus être répondu par une violence égale, sinon par la haine. Donc, fin de la violence primaire, fin de la violence secondaire, négative, et une sorte de violence de troisième type, que j'appellerais le degré xérox de la violence. C'est celle par excellence de l'information, des médias, des images, du spectaculaire. Violence liée à la transparence, à la visibilité totale, à la disparition de tout secret. Violence qui peut être aussi bien d'ordre neuronal, biologique, génétique. On découvrira peut-être bientôt le gène de la révolte, peut-être même le gène de la révolte contre la manipulation génétique. Donc une véritable prise d'otage biologique au terme de laquelle il ne restera que des recyclés et des zombies
tous lobotomisés, un peu comme dans un film que vous avez sans doute vu dans Orange Mécanique. Cette violence prend aujourd'hui la forme du virtuel, c'est-à-dire qui travaille à mettre en place un monde affranchi de tout ordre naturel, que ce soit celui du corps, du sexe, de la naissance ou de la mort. Plus que de violence, il faudrait d'ailleurs parler de virulence, peut-être. Cette violence est virale, au sens où elle opère non pas frontalement, mais par contiguïté, par contagion, par réaction en chaîne, et où elle vise d'abord la perte de toutes nos immunités. Au sens où, contrairement à la violence négative, à la violence classique du négatif, celle-ci opère par excès de positivité, à l'image des cellules cancéreuses, par une prolifération sans fin, excroissance et métastase. Entre la virtualité et la viralité, il y a une complicité profonde. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est cette virulence des images et de l'information, c'est-à-dire non pas seulement la violence réelle, enfin elle est réelle elle aussi bien entendu, enfin la violence matérielle, mais celle du médium qui se superpose à la violence réelle et d'ailleurs parfois la neutralise. Quand le médium devient message, selon la célèbre formule de McLuhan, alors la violence porte son propre message, elle devient messagère d'elle-même. Ainsi, la violence du contenu des images est sans commune mesure avec celle du médium en tant que tel, du médium devenu message. La violence issue de la fusion et de la confusion du médium et du message. C'est celle même d'ailleurs des virus. En biologie, on dirait que le virus, lui aussi, est une information. Mais une information bien spéciale, il est à la fois médium et message, d'où sa prolifération incontrôlable, d'où sa virulence. En fait, toute cette problématique primaire de la violence est terminée en substance, puisque la virulence a remplacé la violence. Celle-ci, celle de l'aliénation, de la contradiction, des rapports de force, n'a pas été résolue. Elle existe toujours, elle n'a pas été dépassée. Elle a cependant disparu pour laisser place à quelque chose de plus violent que la violence, la viralité ou la virulence. Et alors qu'il y avait un sujet de la violence, individuelle ou collective, il n'y a plus de sujet de la virulence, de la contamination, de la réaction en chaîne. La violence classique faisait encore apparaître le mal, de temps en temps elle le faisait même disparaître. Notre violence à nous, la virulence, ne le fait plus que transparaître. Elle est de l'ordre de la transparence, et sa logique est celle de la transparence. J'appelle la transparence du mal. La violence de l'image, et plus généralement celle de l'information ou du virtuel, c'est qu'elle fait disparaître le réel. Tout doit être vu, tout doit être visible. L'image est par excellence le lieu de cette visibilité. Tout le réel doit devenir image, mais la plupart du temps, c'est au prix de sa disparition. C'est d'ailleurs ce qui fait la séduction et la fascination de l'image, c'est que quelque chose en elle a disparu. Mais c'est ce qui en fait aussi l'ambiguïté. En particulier, si on considère l'image reportage, l'image message, l'image témoignage, en faisant apparaître la réalité, même la plus violente, à l'imagination, elle en fait disparaître la substance réelle. C'est un peu comme dans le mythe d'Eurydice. Quand Orphée se retourne pour voir Eurydice, elle disparaît et retombe aux enfers. Ainsi, le trafic des images, l'immense commerce des images, développe-t-il une immense indifférence au monde réel. À la limite, le monde réel devient une fonction inutile, un ensemble de formes et d'événements fantômes. Nous ne sommes pas loin des silhouettes sur les murs de la caverne de Platon. Un bel exemple de cette visibilité forcée, où tout est donné à voir en principe, c'est, vous connaissez les émissions Big Brother et toutes les émissions du même genre, les reality shows, etc. On a affaire à cela depuis plusieurs années maintenant. C'est là, quand tout est donné à voir, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à voir. C'est le miroir de la platitude et du degré zéro. C'est là où s'invente une socialité de synthèse, une socialité virtuelle, où il est fait la preuve, contrairement aux intentions, bien entendu, de la disparition de l'autre, et même peut-être du fait que l'homme, l'être humain, n'est fondamentalement pas un être social. À quoi s'ajoute le fait que le mythe de Big Brother, celui de la visibilité policière totale, vous connaissez le roman,
84, est devenu le fait du public lui-même, mobilisé comme voyeur et comme juge. C'est le public qui est devenu Big Brother. On est au-delà du panoptique de Bentham, commenté par Foucault, avec la visibilité comme source de pouvoir et de contrôle. Désormais, il ne s'agit plus de rendre les choses visibles à un œil extérieur, il s'agit de les rendre transparentes à elles-mêmes, donc effacer les traces du contrôle et rendre l'opérateur lui-même invisible. La puissance de contrôle est comme internalisée, et les hommes n'ont plus à être victimes des images, ils se transforment inexorablement eux-mêmes en images. Cela veut dire qu'ils sont lisibles à tout instant, surexposés aux lumières de l'information et sollicités partout de se produire, de s'exprimer. C'est l'expression de soi, comme forme ultime de l'aveu, peut-être, dont parlait Foucault. Se faire image, c'est exposer toute sa vie quotidienne, tous ses malheurs, tous ses désirs, toutes ses possibilités. C'est ne garder aucun secret, parler, communiquer, inlassablement. Telle est la violence la plus profonde de l'image. C'est une violence faite à la profondeur, à l'être singulier, à son secret. Et en même temps, c'est une violence faite au langage, car à partir de là, il perd lui aussi son originalité. Il n'est plus qu'opérateur de visibilité, il n'est plus que médium, il perd sa dimension, disons, ironique, de jeu et de distance, sa dimension symbolique, autonome, c'est-à-dire là où le langage est plus que ce dont il parle. L'image, elle aussi, est plus importante que ce dont elle parle. C'est ce qu'on oublie, et c'est là aussi, en même temps que de la violence de l'image, la source de la violence faite à l'image. Tout ce qui est visualisé là, dans une opération comme Big Brother, enfin, ça c'était la première émission Reality Show, mais c'est valable pour toutes les autres, tout ce qui est visualisé là, c'est une réalité virtuelle, une image de synthèse de la réalité. Transposition de everyday life, elle-même déjà traitée selon des modèles dominants. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de voyeurisme pornographique? Non. Ce dont les gens veulent profondément, ce n'est pas du sexe, c'est du spectacle de la banalité qui est aujourd'hui le véritable porno, la véritable obscénité, celle de la platitude, de l'insignifiance et de la nullité, qui est comme une parodie de l'extrême inverse qui aurait été le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Mais peut-être y a-t-il là pourtant une forme particulière de cruauté, du moins virtuelle. À l'heure où la télévision est de plus en plus incapable de livrer une image des événements du monde, elle en vient à désocculter la vie quotidienne, la banalité existentielle, comme l'événement le plus meurtrier, comme l'actualité la plus violente, comme le lieu même du crime parfait. Et elle l'est, en effet. Et les gens sont fascinés, les gens, je dis, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, terrifiés et fascinés par l'indifférence de ce rien à voir, rien à dire, par l'indifférence du même, de leur existence même. Ce n'est donc plus une métaphysique du crime et du sexe, c'est une sorte de pataphysique du crime parfait, assomption de la banalité comme destin, comme le nouveau visage de la fatalité. Contre-transfert illustré par le fait qu'ils sont devenus Big Brother. Il y a une sorte de perfusion du surmoi dans la masse. La contemplation du crime parfait, de ce crime parfait, la banalité, de cette perpétration de la banalité, est devenue une véritable discipline olympique, ou le dernier avatar des sports de l'extrême, peut-on dire. Au fond, tout cela correspond au droit et au désir imprescriptible de n'être rien et d'être regardé en tant que tel. Il y a deux façons de disparaître. Ou bien on exige de ne pas être vu, c'est toute la problématique actuelle du droit à l'image, ou bien on verse dans l'exhibitionnisme délirant de sa nullité. On se fait nul pour être vu et regardé comme nul. C'est l'ultime protection contre la nécessité d'exister et l'obligation d'être soi. D'où l'exigence contradictoire et simultanée de ne pas être vu et d'être perpétuellement visible. Tout le monde joue sur les deux tableaux à la fois et aucune éthique ni législation ne peut venir à bout de ce dilemme, c'est-à-dire celui du droit inconditionnel de voir et celui tout aussi inconditionnel de ne pas être vu.
L'information maximale fait partie des droits de l'homme, donc aussi la visibilité forcée, la surexposition aux lumières de l'information. Et le pire dans ce jeu télévisuel interactif, entre guillemets, c'est le partage forcé. C'est cette complicité automatique du spectateur, de nous tous les spectateurs, qui est en quelque sorte l'effet d'un véritable chantage. Et c'est là l'objectif le plus clair de l'opération. C'est une sorte de servilité volontaire, celle des victimes jouisseuses du mal qu'on leur fait, de la honte qu'on leur impose. Le partage par toute une société de son mécanisme fondamental qui est l'abjection interactive consensuelle. Ceci, involontairement, est tout à fait illustré par toutes ces dernières images qu'on a pu voir des prisons de Bagdad. Ainsi, tout finit dans la visibilité, qui est comme la chaleur dans la théorie de l'énergie, la forme la plus dégradée de l'existence, mais ce qui est nouveau dans toute cette histoire, c'est de réussir à faire de cette perte de tout espace symbolique, de cette forme extrême de désenchantement de la vie, d'en faire un objet de contemplation, de sidération et de désir pervers. Comme disait Benjamin, l'humanité qui jadis avec Homère avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens, l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même par elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de premier ordre. L'expérimental prend ainsi partout la place du réel et de l'imaginaire. Partout, ce sont les protocoles de la science et de la vérification qui nous sont inoculés, et nous sommes en train de disséquer, en vivisection, en quelque sorte, sous le scalpel de la caméra, la dimension relationnelle et sociale hors de tout langage et contexte symbolique. Donc, tout ce qui est de l'ordre du secret doit tomber dans le domaine du visible, du forcément visible. Il y avait il y a eu jadis, vous n'avez peut-être pas vu, un film qui s'appelait Leaving Las Vegas, où on voyait une jeune femme blonde pisser tranquillement en continuant de parler, indifférente à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Scène parfaitement inutile, mais qui signifie ostensiblement que rien ne doit échapper au fondu enchaîné de la réalité et de la fiction. Que tout est justiciable d'un donner à voir, d'un prêt à voir, d'un prêt à jouir. Et c'est ça la transparence. C'est forcer tout le réel dans l'orbite du visuel, qui n'est plus exactement de la représentation. Obscène est tout ce qui est inutilement visible, sans nécessité, sans désir et sans effet, ce qui usurpe l'espace si rare et si précieux des apparences. Le loft, par exemple, enfin tout ce concept de loft est devenu une sorte de concept universel aujourd'hui dans les médias, condensé de parcs d'attractions et de camps de concentration, ne sais pas, de huis clos et d'anges exterminateurs. La différence, c'est que ce n'est ni de la fiction ni de la réalité, c'est expérimental, c'est le laboratoire d'une convivialité expérimentale, d'une socialité, je dirais, télégénétiquement modifiée. En cela, le loft est semblable à Disneyland, qui est un microcosme artificiel qui donne l'illusion d'un monde extérieur réel, alors que les deux sont exactement à l'image l'un de l'autre. Si on prend Disneyland, par exemple, tous les États-Unis sont Disneyland, et pas seulement eux. Nous sommes tous dans le loft. Pas besoin d'entrer dans ce double virtuel de la réalité, nous y sommes déjà, et il n'y a plus de distinction ni de discrimination. L'art non plus ne fait plus exception. Il est en quelque sorte aujourd'hui en immersion ou en submersion, interactif, interface, même s'il mime la différence et se donne en spectacle. Cela veut dire que nous sommes tous d'ores et déjà, jusque dans la vie la plus quotidienne, dans une situation de réalité expérimentale, nous sommes d'ores et déjà des images de synthèse socio-génétiquement modifiées. C'est un double meurtre symbolique en quelque sorte. Aujourd'hui, d'une part, tout prend forme d'image, le réel disparaît sous la profusion des images, ça on le dit partout, mais on oublie que l'image elle aussi disparaît sous le coup de la réalité. L'image est la plupart du temps dépossédée de son originalité, de son existence propre en tant qu'image, et vouée à une complicité honteuse avec le réel,
C'est là où je viens au titre même, la violence faite à l'image. Car la violence qu'exerce l'image est largement compensée par la violence qui est faite à l'image. Son exploitation à fin de documentation, de témoignage, de messages, y compris les messages de misère et de violence, son exploitation à des fins morales, pédagogiques, politiques, publicitaires. Là prend fin, en quelque sorte, le destin de l'image, à la fois comme illusion fatale et comme illusion vitale. Les iconoclastes de Byzance, dans la fameuse polémique, voulaient détruire les images pour en détruire la signification. Aujourd'hui, sous l'apparence du contraire, nous sommes toujours des iconoclastes. Nous détruisons les images, mais d'une autre façon, en les accablant de signification. Nous tuons les images par le sens. Il y a dans Borges une fable qu'il intitule « Le peuple des miroirs », l'idée que derrière chaque ressemblance ou représentation, il y a un ennemi vaincu, une singularité défaite, un objet mort. Et les iconoclastes l'avaient bien vu, qui pressentaient dans les icônes une manière de faire disparaître Dieu. Mais peut-être Dieu lui-même avait-il choisi de disparaître derrière les images. Aujourd'hui, de toute façon, ce n'est plus Dieu, c'est nous qui disparaissons derrière nos images. Plus de danger qu'on nous vole notre image, qu'on force notre secret, car nous n'en avons plus. Nous n'avons plus rien à cacher. C'est là à la fois le signe de notre ultime moralité et de notre totale obscénité. La plupart des images médiatiques ou photographiques actuelles ne reflètent plus que la misère ou la violence de la condition humaine. Or, cette misère et cette violence nous touchent d'autant moins qu'elles sont sursignifiées. Nous sommes indifférents par rapport à ça, et il y a là un contresens total. Pour que le contenu d'une image nous affecte, il faut que l'image existe par elle-même, qu'elle nous impose sa langue originale, encore une fois plus importante que ce dont elle parle. Pour qu'il y ait transfert sur le réel, c'est-à-dire sensibilisation au réel à travers l'image, il faut le contre-transfert de l'image, et qu'il soit résolu. Aujourd'hui, on voit la misère, la violence partout devenir à travers les images un leitmotiv publicitaire. Même Toscani, par exemple, réintègre dans la mode le sexe, le sida, la guerre, la mort. Pourquoi pas d'ailleurs, la publicité faite au malheur n'est pas moins obscène, ni plus, que celle faite au bonheur, mais à une condition. Ce serait celle de montrer la violence de la publicité elle-même, la violence de la mode, la violence du médium, ce dont les publicitaires sont bien incapables. Or, la mode et la mondanité sont elles-mêmes en quelque sorte un spectacle de mort. La misère du monde est tout aussi lisible dans la ligne ou le visage d'un mannequin que dans le corps squelettique d'un Africain. La même cruauté se lit partout si on sait la voir. Cette image dite réaliste ne capte d'ailleurs pas ce qui est, mais ce qui ne devrait pas être, c'est-à-dire la mort, la misère, ce qui ne devrait pas exister du point de vue moral et humanitaire. Bon, en même temps, elles en font un usage esthétique et commercial parfaitement immoral. Mais enfin, ces images témoignent au fond, derrière le prétendu objectivité, d'un désaveu profond du réel, en même temps que d'un désaveu de l'image, assigné à représenter ce qui ne veut pas l'être, assigné au viol du réel par effraction. Enfin, la dernière violence faite à l'image, c'est peut-être pas la dernière d'ailleurs, mais enfin, semble définitive, c'est celle de l'image de synthèse et de toutes les nouvelles technologies médiatiques du visuel. Là, on a une image surgie ex nihilo du calcul numérique et de l'ordinateur. Des photos ou des reportages retravaillés en laboratoire, inventés de toutes pièces. Alors là, c'en est fini de l'imagination de l'image. C'en est fini de son illusion fondamentale, puisque dans l'opération de synthèse, le référent n'existe plus et le réel n'a même plus le temps d'avoir lieu, étant immédiatement produit comme réalité virtuelle. C'en est fini, en quelque sorte, de cette prise d'image, c'est-à-dire de la présence immédiate à un objet réel, dans un instant irrévocable, qui faisait l'illusion magique, par exemple, de la photo et de l'image en général,
comme acting, comme événement singulier, hein, une sorte de dernière lueur de réalité dans un monde voué à l'hyper-réel. Dans l'image virtuelle, il n'y a plus rien de cette exactitude ponctuelle, de ce punctum dans le temps, hein, pour reprendre l'expression de Roland Barthes à propos de la photographie, hein, de ce punctum qui est celui de l'image analogique. La photo témoignait, sous cette forme analogique, c'est-à-dire avec la distance du négatif, hein, témoignait que quelque chose avait été là et ne l'était plus, donc d'une absence définitive chargée de nostalgie. Aujourd'hui, la photo donc, serait plutôt chargée d'une nostalgie de la présence, en ce sens que cette présence nous échappe, la réalité nous échappe, et qu'elle serait l'ultime témoignage d'une présence en direct du sujet à l'objet. Un défi, donc, quelque part, à cette déferlante numérique des images de synthèse qui nous attend, qui est là déjà, bien sûr. La relation à l'image, de l'image à son référent, à la réalité, posait déjà bien des problèmes, tous les problèmes de la représentation, bien entendu, mais lorsque le référent a totalement disparu, lorsqu'il n'y a donc à proprement parler plus de représentation, lorsque l'objet réel s'est évanoui dans la programmation technique de l'image, lorsque l'image, pur artefact, ne reflète plus rien ni personne et ne passe même plus par le stade du négatif, est-ce qu'on peut encore parler d'une image? Nos images bientôt n'en seront plus et la consommation elle-même en sera devenue virtuelle. Si l'image, comme dit Platon, est au confluent de la lumière venue de l'objet et de celle venue du regard, alors il n'y aura bientôt plus ni objet ni regard et donc plus d'image. C'est là en quelque sorte une sorte de revanche ironique du réel sur l'image. L'image était le lieu de la disparition du réel, mais elle sombre à son tour sous le coup, alors là, du marché de l'image, bien entendu, de la spéculation, de la mode, sous le coup du principe économique et même sous le coup du principe esthétique de l'image. Alors, une fois fait ce constat, ni pessimiste ni optimiste, il est ce qu'il est, hein, les choses sont ce qu'elles sont, on peut se demander s'il y a encore des images alternatives qui auraient la chance d'échapper à ce double meurtre symbolique, à cette violence, cette double violence, la violence qu'exercent les images elles-mêmes et celle qu'elles subissent. Est-ce que des images pourraient retrouver leur puissance propre? Des images qui résisteraient à la violence de l'information et de la communication, pour retrouver, au-delà de la signification forcée et du détournement esthétique, retrouver en quelque sorte l'événement pur de l'image. Retrouver, l'image comme originelle, comme avec sa magie propre, c'est-à-dire autre chose que la réalité. Retrouver la monnaie vivante de l'image, je dirais. Alors ça, ce serait pour moi aujourd'hui, pour en revenir mais très rapidement, ça, ce serait l'enjeu de la photographie. Il y aurait là une possibilité, dans cette sorte d'image, de résister au bruit, à la parole, à la rumeur, par le silence de la photographie. De résister au mouvement, au flux, à l'accélération, par l'immobilité de la photographie. Résister au déchaînement de l'information par le secret de la photographie. Résister à l'impératif moral du sens, de la signification, par le silence de la signification, l'absolution du sens. Résister par-dessus tout au déferlement automatique des images et à leur succession perpétuelle à laquelle on a affaire. Retrouver donc justement ce détail poignant de l'objet, punctum, c'est ça que signifie poignant, et aussi le moment de la photo immédiatement révolu et de ce fait toujours nostalgique. C'est-à-dire tout le contraire du flux d'images qui est produit aujourd'hui en temps réel et qui s'évanouissent en temps réel. D'ailleurs, là, ce sont à la fois les images de la télévision, mais bien d'autres encore, et la plupart des images photographiques elles-mêmes. Là, ce que je recherche à travers la photographie, c'est une forme bien spécifique et qui n'est pas véritablement monnaie courante. Donc, le contraire de ce flux d'images, qui est indifférent, lui, à cette troisième dimension de l'image, qui est celle du temps.
Le flux visuel que nous connaissons ne connaît que le changement, non pas le devenir. Devenir n'est pas le changement, c'est pas la même chose. Et l'image n'a même plus le temps de devenir image. Pour que l'objet surgisse, le réel, encore faut-il qu'il soit mis en suspens du sens, en suspens de l'opération tumultueuse du monde, qu'il soit saisi dans le seul moment fantastique qui est celui du premier contact, quand les choses ne se sont pas aperçues en quelque sorte que nous étions là, quand elles ne se sont pas encore rangées par ordre d'analyse, quand notre absence ne s'est pas encore dissipée. Il y a là tout un jeu. Mais cet instant est éphémère et il est immédiatement révolu. À la limite, il faudrait n'être pas là pour le voir, quoi. C'est ce que fait en un sens le photographe. Il est caché derrière son objectif, il a disparu, lui aussi. Ça, c'est le prix de l'apparition de l'objet, c'est la disparition du sujet. Une phénoménologie de l'absence habituellement impossible parce que l'objet, le réel, est occulté par le sujet comme par une source lumineuse trop intense qui lui impose du sens, de la signification. Et la fonction littérale de l'image est occultée alors par l'idéologie, l'esthétique, le politique ou la référence aux autres images d'ailleurs. La plupart des images ainsi parlent, elles sont intarissables et elles coupent court à la signification silencieuse de leur objet. Il faut donc, mais c'est peut-être une utopie idéale, il faut donc désocculter, balayer tout ce qui s'interpose et qui masque cette scène primitive de l'image. La photo, peut-être, certaines photos, permettent cette désoccultation par filtrage du sujet, permettant à l'objet d'exercer sa magie, blanche ou noire. Donc il y a là aussi toute une discipline, une sorte d'ascèse technique du regard, à travers la technique, même à travers l'objectif photographique, qui protège l'objet d'une transfiguration esthétique et de l'emprise de l'art. Il faut une certaine désinvolture de l'objectif, qui est assurée en quelque sorte par la technique, pour dégager sans forcer le profil d'apparition des choses. Le regard photographique, il n'est pas là pour analyser une réalité, pour lui donner du sens. Il est là pour se poser littéralement sur la surface des choses et illustrer leur apparition sous forme de fragments et pour un laps de temps très bref auquel succède immédiatement celui de leur disparition. Enfin, quel que soit le dispositif, une seule chose est toujours présente, mais on l'oublie souvent, c'est la lumière. La photographie n'est après tout littéralement que l'écriture de la lumière. Et c'est la lumière qui fait le vide, et c'est l'objet qui fait tout le travail, au moins la moitié. Il faut prendre exemple donc sur l'objet lui-même. Il faut opérer une sorte de déplacement, de l'hégémonie du sujet sur la présence de l'objet. L'objet photographique vous regarde sans vous voir, sans vous déchiffrer, sans vous donner un sens. Il vous regarde en silence, et le silence de la photo est fait aussi du regard silencieux de l'objet. Il vous regarde, c'est-à-dire qu'il vous pense. Et l'image, un objet elle-même, c'est un objet l'image, mais tout à fait spécial, l'image vous pense elle aussi du fond de son silence. Le silence étant une métaphore du secret ou de toute autre forme d'étrangeté, l'allégorie d'un autre monde. Nous croyons voir dans la photo le reflet de notre monde, mais la photo, bien au contraire, je dis encore certaines photos, ce n'est pas la photo en général, exorcise notre monde par la fiction instantanée de sa représentation, et non pas par sa représentation elle-même, qui, elle, fait toujours partie de la réalité. Le problème de la photo est donc, en effet, de taire quelque chose, de faire silence, mais de le faire en image. Ce silence-là est aussi celui du texte, je parle là métaphoriquement un peu pour... le texte qui laisse parler la langue, comme la photo qui laisse parler l'image avant toute chose, est environné du même silence. Ce silence est une sorte de diagonale qui traverse les apparences et qui pourrait peut-être même trouver son écho dans l'univers historique et politique. Il y a un silence qui se fait, un silence d'intensité qui se fait autour de certains événements, même si les nôtres, nos événements, font surtout beaucoup de bruit. Certains événements font silence et imposent le silence. Pour concevoir une image à l'état pur,
c'est-à-dire hors de cette double violence aussi, il faut en revenir à une évidence radicale, c'est qu'elle est un univers à deux dimensions, qui a son entière perfection en lui-même et n'est pas subordonné en rien à une troisième dimension éventuelle, qui est celle du réel et de la représentation, dont l'image, parce qu'elle n'a que deux dimensions, serait la phase inachevée. Non, l'image est un univers parallèle, une autre scène, sans profondeur, et c'est cette dimension de moins, justement, qui fait son charme et son génie propre. Tout ce qui ajoute à l'image une troisième dimension, que ce soit celle du relief, celle du temps et de l'histoire, celle du son ou du mouvement, celle de l'idée ou de la signification, tout ce qui s'ajoute à l'image pour la rapprocher du réel et de la représentation, c'est une violence qui est faite à l'image et qui la détruit comme univers parallèle avec sa magie propre. L'image photographique est la plus pure, je pense, parce qu'elle ne simule ni le temps ni le mouvement et s'en tient à l'irréalité la plus rigoureuse. Toutes les autres formes d'image, ceci n'est pas péjoratif du tout, celle du cinéma, de la vidéo, ou même l'image de synthèse, elles existent, elles sont là, mais elles ne sont en quelque sorte que des formes détournées, dérivées de l'image pure et de sa rupture avec le réel. Donc l'intensité de l'image est à la mesure de sa dénégation du réel et de l'invention d'une autre scène. Faire d'un objet une image, c'est lui retirer toutes ses dimensions, une à une. Le poids, le relief, le parfum, la profondeur, le temps, la continuité et bien sûr le sens. C'est au prix de cette désincarnation que l'image prend cette puissance de fascination et qu'elle devient le médium de l'objectalité pure, qu'elle devient transparente à une forme de séduction plus subtile. Donc, encore une fois, rajouter toutes ces dimensions une à une, le relief, le mouvement, le message, le désir, comme on le voit faire partout aujourd'hui, y compris l'interaction, l'interface, pour faire mieux, pour faire plus réel, c'est-à-dire mieux simulé, en réalité, c'est un contresens total en termes d'image. Et la technique et l'esthétique y sont prises à leur propre piège. Contre cette ouverture dans toutes les directions, celle du sens, celle du réel, celle de l'art, donc la véritable singularité, c'est celle d'un objet ou d'une image ou d'un fragment ou d'une pensée qui, selon l'expression, cette belle expression de Roscoe, le peintre, s'ouvre et se referme simultanément dans toutes les directions. Une autre citation, elle, de Lichtenberg, qui me plaît bien sur cette espèce de diffraction. Il parle de quelqu'un qui pouvait réfracter une pensée que chacun tenait pour simple en 7 autres, comme le prisme, la lumière du soleil, toutes plus belles les unes que les autres, puis en rassembler une foule d'autres pour recréer la lumière blanche du soleil, là où les autres ne voyaient que désordre et confusion. De toute façon, le photographe, j'en parle, bon, c'est pas par expérience, je ne suis pas véritablement photographe, mais enfin, je peux l'imaginer, cherche à disparaître en même temps qu'il fait s'évanouir son objet. Et cela fait partie de l'illusion magique de la photo. D'ailleurs, c'est une allégorie que j'avais trouvée quelque part. Avez-vous remarqué que Dieu est absent de toutes les photos. Et pourquoi donc est-il absent de la photo? Mais parce que c'est lui le photographe. Ainsi réussit-il à s'évanouir et à laisser le monde exister sans lui, comme une fable poétique. Ainsi, nous avons affaire à une sorte de métamorphose, ou plutôt d'anamorphose de la pensée dans l'image, par où elle échappe à tous les types de discours et touche au royaume de la fable, peut-être. C'est-à-dire la fable, quelque chose qui n'est ni vrai ni réel, quelque chose qui se raconte littéralement, qui n'existe que par le récit, par la parole, par le mythe littéral. Et pour moi, l'image photographique, dans sa forme la plus pure, est une des variantes de la fable. Une manière au sens fort de sauver les apparences, c'est-à-dire à travers l'image comme fable, à travers l'image photo comme instantané fabuleux, de laisser entrevoir que ce monde qu'on appelle réel risque à tout instant de perdre son sens et sa réalité, mais que nous ne le supportons pas. Et d'ailleurs même qu'il pourrait au fond s'en passer peut-être, du sens et de la réalité, mais nous ne le supportons pas. Pas plus que nous ne supportons qu'il n'y ait rien plutôt que quelque chose. Sinon, grâce à ces quelques images, à ces quelques fables qui se laissent traverser par le vide, qui sont le lieu vivant d'une désintégration des concepts
et qui s'affranchissent des fonctions mêmes de la pensée, mais qui retracent cette fin, comme le mythe, qui s'exalte de cette disparition, comme le mythe exalte et retrace les origines et le meurtre originel de la réalité. Ce jeu de l'absence et de la transparition est donc la règle secrète de l'image. C'est par la forme et au cœur de la forme que s'opère cette anamorphose, cet évanouissement de l'objet, du contenu, du sens. En principe, l'opérateur n'y est pour rien. Et le rêve serait que les images se fassent toutes seules, selon une machinalité à la Warhol, Andy Warhol, qui est la machinalité du rêve lui-même. Dans certains rêves, d'ailleurs, on a devant la beauté de certaines images du rêve un réflexe de photographe qui est d'avoir oublié son appareil photo. Dans la perspective de ce jeu de disparition et de transparition, comme règle secrète du jeu de l'image, celle-ci a bien un rapport avec la théorie. L'image serait la consécration silencieuse de tout ce qui, à force d'être dit et de s'épuiser dans le discours, doit se métamorphoser dans autre chose. Et l'image est la plus belle des métamorphoses du discours. Elle n'a rien à voir avec lui, mais c'est comme si elle l'avait précédé dans une vie antérieure. De toute façon, la théorie elle-même, une fois allée à ses limites extrêmes, n'a plus de visage. Elle devient son propre masque. Elle garde toutes les apparences de l'analyse, mais subtilement, elle est passée de l'autre côté, du côté des phénomènes, du côté de ce dont il n'y a plus rien à dire. C'est alors qu'apparaît l'image et sa puissance phénoménale. L'image photo naît de cette intuition phénoménale du monde, succédant à l'intuition analytique. Non pas comme transcription, mais comme transmutation de la théorie. Donc la photographie, c'est autre chose que l'art ou l'activité créatrice, c'est proprement le devenir image de l'objet, le devenir image de la pensée, comme une espèce de terminal symbolique du processus de pensée. Et en même temps, sa résolution parfaite dans un objet qui existe pour lui-même, un objet ni réel ni objectif. Dès qu'il est photographié, l'objet cesse de faire problème. Il est la solution immédiate à tout ce qui est parfaitement insoluble du seul point de vue de l'analyse. Donc, mutation, métamorphose, anamorphose peut-être, transfert poétique de la situation analytique. Et à ce moment-là, le punctum, qui est au cœur de l'image, devient le contrapunctum, je dirais, le contrepoint de la théorie. Voilà, je vous remercie. Bien, nous vous remercions beaucoup, monsieur. Il va sans doute y avoir quelques questions. Et je vous demanderai d'attendre d'avoir le micro pour poser vos questions afin qu'elles soient enregistrées à la suite de la conférence. Ou alors je vais peut-être moi-même commencer par vous poser la première question. Quand vous parlez de la photographie comme résistance à ce bruit des images, je suis à la fois complètement convaincu et en même temps j'y vois une sorte de problème historique ou un paradoxe, dans la mesure où lorsque la photographie a été inventée, où elle a commencé à se diffuser au XIXe siècle, elle a elle-même été critiquée, je dirais presque dans les termes avec lesquels vous critiquez l'utilisation contemporaine de l'image, c'est-à-dire critiquer comme transparence à la banalité du réel, imposition de cette obscénité de la banalité. Alors est-ce que c'est simplement une incompréhension générale, y compris chez Baudelaire, ou est-ce qu'il y a eu une transformation historique de la photographie ? Oui, bien sûr, il y a une transformation. De toute façon, quand même, quand la photographie arrive bien tard, évidemment, elle succède à des millénaires ou à des siècles, en tout cas, artistiques, où l'image, mais l'image de l'art, l'image artistique, a certainement un autre statut, puisque, à la limite, c'est l'invention d'une autre scène, mais alors cette fois symbolique, cette fois pas réaliste du tout. Le problème du réel, à la limite, ne se pose pas quand il s'agit de l'art, enfin classique, de l'art que nous connaissons. Il commence à se poser le problème du réel, avec toute la réduction réaliste des choses, toute la réduction de l'univers symbolique, des formes. Alors, le réel arrive et quelque part,
impose une sorte de dénominateur commun de la réalité, c'est-à-dire les choses ont alors à ce moment-là un statut objectif, incontestable, soumis à des lois éventuellement scientifiques, enfin de toute façon une régulation comme celle-là, qui n'est plus du tout la règle du jeu des formes et de l'invention des formes, hein, c'est autre chose. Et là, à ce moment-là, la photographie qui est censée en effet être une forme d'apparition de représentation liée à cette émergence de la réalité en tant que telle, oui, d'une certaine façon, quelque part, elle l'accompagne, mais elle ne se confond pas avec cette chose-là. Elle est une représentation, c'est vrai, mais elle est autre chose. Comment je veux dire? Elle a une forme, malgré tout. Hein, c'est cette forme dont je parlais, c'est-à-dire cette forme irréaliste totalement. De toute façon, l'image est un objet irréel. Hein. C'est un objet qui a eu d'abord tout l'antécédent, toute l'hérédité, je veux dire, d'une certaine façon, comment irréaliste. Alors, la photographie est apparue comme est apparue, non, moi je sais pas, oui, on l'a accusée d'être réductrice effectivement d'un univers magique, irréel, symbolique, etc. Et puis elle s'est pour la plupart, effectivement, l'immense masse des images s'est ralliée à cette sorte de réalisation du monde, de cette réalisation inconditionnelle du monde. C'est-à-dire la plupart des images se sont ralliées à devenir la succursale, enfin le pendant d'une réalité donnée comme objective. Hein. Mais quelque part, il y a sans doute une force infuse dans l'image comme médium à ce moment-là, comme irréductible en quelque sorte à cette rationalité du réel, quelque chose qui échappe et qui aujourd'hui non, mais qui toujours a pu refaire surface. Hein. Quand je parle, moi, de cette possibilité pour l'image de transcender le réel, enfin, quelque part de le transfigurer dans autre chose, je parle d'une minorité d'images. C'est évident que l'immense majorité des images que nous avons, elles font partie du réel et de son retour image. Hein. Toutes nos images, le visuel, comme disait Serge Danet, ça fait partie du retour image. Tout ça, c'est immergé dans la banalité de l'opération réelle. Et je pense, mais j'espère simplement, qu'il y a la possibilité d'exception, c'est-à-dire que certaines images font exception, comme des textes, comme certains langages font exception. Il espère qu'il y a encore un langage, une possibilité de langage symbolique qui fasse exception à tout le langage de la communication, le langage banal de la signification, et maintenant même les langages artificiels, synthétiques, etc., qu'il restera toujours quand même une espèce de matérialité, de littéralité du langage comme forme symbolique. On peut espérer quand même que ça... Alors je pense que cette chance-là existe aussi pour l'image, et que la photo peut être, paradoxalement, d'une certaine façon, puisqu'on pourrait la penser annexée par le réel, d'être justement une espèce de défi au réel dans sa banalité même. Je veux dire, c'est que là, on passe en quelque sorte par la réduction banalisante, hein, c'est-à-dire au fond la réalisation du réel, quoi, tout simplement, et quelque part, on passe de l'autre côté, hein, d'une espèce de l'autre côté du miroir. Et donc s'opère une transmutation un peu magique. Alors que pour le reste, pour la plupart de tout ce à quoi on a affaire à des écrans, pas du tout à des miroirs. Donc le miroir, on peut passer au-delà. Il y a quelque chose qui a lieu. L'écran ne passe pas au-delà. L'écran est une surface inamovible. C'est une interface. Il n'y a pas d'au-delà de l'écran. Donc nous sommes avec tous les écrans. Et les écrans, ça ne veut pas dire seulement celui de la télévision. Hein. On est dans une vie complètement avec ce retour image de l'écran partout, hein, et nous sommes tous virtuellement devenus des écrans nous-mêmes à tout ce qui se passe. Hein. Alors voilà, c'est pas du tout c'est une hypothèse, hein, c'est pas du tout une assertion, bien entendu, mais je me dis qu'aujourd'hui l'art, enfin ce qui aurait hérité de la forme noble et classique de l'art, qu'on a opposé donc à la photographie, bien entendu, forme banale et réductrice. Je me dis que tout cet art, au contraire, lui, il est tombé dans une espèce de complicité banale avec la réalité. Il n'en est plus que
même pas la métaphore, il n'en est plus que le reflet, le cliché en quelque sorte, hein, le stéréotype, il en fait partie, et que ce n'est plus là qu'on peut essayer de retrouver une scène primitive, véritablement, une monnaie vivante de quoi, je sais pas, enfin, une singularité, quoi. Ça n'est plus là. Je pense que, paradoxalement, c'est peut-être plutôt dans la photographie, hein, comme on pouvait prendre pour une forme abstraite, qu'on peut retrouver une forme de singularité. Mais forcément, toujours par exception, hein. C'est toujours une chance. Comment expliquer ça? L'impression que j'ai, c'est pas parce que on vit éloigné de sa grand-mère que sa grand-mère n'existe plus. Et c'est pas parce qu'on vit éloigné de sa grand-mère qu'on l'a tuée. Encore moins. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce que quand vous parlez des images virtuelles, des images de synthèse, vous dites c'est une image produite par calcul, donc une image qui est quelque chose qui n'a pas de référent. Ça, c'est possible pour les fractales. C'est-à-dire, effectivement, un fractal, il est produit par une formule mathématique, et puis voilà. Et vous avez une image. Mais quand vous travaillez sur un logiciel d'image de synthèse, quand vous travaillez en 3D, qu'est-ce que vous faites? En fait, ce que vous avez derrière, vous ne faites que reproduire des règles qui sont les règles de la perspective, qui ont été inventées à la Renaissance par des gens qui faisaient du calcul, hein, par des marchands. Puis bon, ça a continué parce que le monde des marchands a envahi la planète, et finalement, on a produit des images de synthèse qui sont issues du même calcul, finalement, que le calcul des marchands qui calculaient leur taux de change sur le bord de l'Arno à Florence. En fait, c'est le même monde, hein. Et alors, c'est pour ça que je me dis, le fait qu'il y ait donc des images de synthèse, est-ce que ça implique nécessairement qu'il y ait disparition du référent? Le référent est simplement plus éloigné. Quand vous modélisez sur Maya ou sur n'importe quel logiciel d'image de synthèse un monstre, finalement, c'est que vous avez pris des éléments de monstruosité un petit peu partout, que vous recollez, que vous avez dessiné. C'est une représentation. Disons qu'il y a une hystérie de la représentation. Mais est-ce que c'est pour ça que le réel disparaît? Le fait de s'éloigner du réel, si cette orange qui est devant moi, je détourne mon regard, est-ce que c'est pour ça qu'elle disparaît? On aimerait bien, mais je suis pas sûr. Oui, c'est évidemment un large problème que celui de l'original et de la copie, en quelque sorte aussi. Est-ce que le réel reste le réel quand le référent a disparu? Est-ce que le signe reste un signe lorsque le référent disparaît? Est-ce que lorsque je sais pas quoi, même le clone il y a une substitution du clone à un être personnel humain dit original, hein? Moi, j'ai rien à la limite contre, peut-être l'existence du clone n'empêche pas l'être humain d'exister de son côté. Il change pourtant complètement, radicalement, la représentation qu'il a de lui-même, hein? Ça n'est plus du tout la même chose. Alors là, il faut prendre acte de cette mutation, je veux dire. À partir du moment où il y a c'est une tentative, on ne peut même pas préjuger de cela en termes positifs ou négatifs, mais c'est une tentative de substitution, et cette possibilité d'inventer toutes les images dans une espèce d'hyperespace parfaitement libre où tout est disponible. Je crois que ça change radicalement l'existence de cet original. Je pense par exemple c'est un exemple anecdotique, mais je prends la grotte de Lascaux. Bon, la grotte de Lascaux, il y a un original, là on en est à peu près sûr quand même. Et puis au bout d'un moment, vous savez que la grotte de Lascaux, on l'a fermée parce que voilà, elle se détériorait avec la visite de tous les touristes, etc. Donc on l'a fermée et on a construit le simulacre absolu à 300 mètres de là à peu près, quoi. Alors au début, il y a eu les deux, quoi. Il y avait l'original, il y avait le simulacre. Aujourd'hui, l'original n'est même plus signalé. Il n'est même plus signalé, disparu de la signalisation, et les touristes font la queue, une queue immense évidemment, devant le simulacre, en pensant voir l'original. Ils n'ont même plus l'idée que c'est un simulacre. Alors, c'est peut-être un danger, hypothétique à l'horizon, moi je veux bien, mais c'est valable pour notre existence entière, c'est-à-dire le danger que finalement, subrepticement, il y a eu l'original et il y a eu la simulation. Enfin, il y a à un moment donné une coexistence qui est peut-être contradictoire d'ailleurs. Et puis, tout doucement quand même, on va vers un état où il n'y aura plus de différence simulacre-original parce que tout simplement, il n'y aura plus d'évidence, de présence de l'autre terme.
Bon, c'est le risque de toute simulation. Hein. Vous ne pouvez pas faire que l'original continue d'exister comme original à partir du moment où le simulacre existe aussi. Ça change les conditions de l'originalité, absolument. Alors, le virtuel dans son ensemble, je regrette, mais toutes ces technologies-là, elles changent radicalement l'hypothèse du réel, une hypothèse d'une réalité, à partir du moment où elle peut être substituée à l'identique, clonée, reproduite ou inventée de toutes pièces et tout. Le problème est posé. Hein. Moi, je veux bien que ce soit la matière d'un jeu, hein, d'un très grand jeu avec de nouvelles règles du jeu, mais disons que le jeu traditionnel, enfin cette espèce de perception du réel, cette espèce d'évidence du réel, celui-là, il est remis en cause, quoi. François Jacob, le généticien, que vous connaissez sûrement. Pardon ? François Jacob, le généticien. Oui. Dans un interview sur Charles Darwin, dit quelque part comprendre, c'est expliquer du visible par de l'invisible sous-jacent. Et qui est très très loin du voir, c'est comprendre, qui est aujourd'hui peut-être un petit peu trop mis en avant dans les sciences contemporaines. J'aurais voulu savoir parce que son invisible sous-jacent, c'est à la fois l'invisible d'une théorie scientifique, mais c'est peut-être aussi l'invisible d'une mythologie qui peut expliquer aussi bien un mécanisme, un phénomène, je veux dire. L'éclair, ça peut être une décharge de potentiel, ça peut être aussi le signe de la colère des dieux. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cette pensée du généticien. Je ne peux pas non plus me substituer à lui. Là, entre le visible et l'invisible, ça, je sais, c'est une matière philosophique, effectivement. Moi, j'hésiterais un petit peu à employer ces termes-là, qui sont toujours, qui peuvent toujours donner à partir dans une dimension, incontrôlable et tout. La compréhension, la connaissance, si on parle de connaissance du monde, moi, je ne crois pas à la connaissance objective du monde, précisément dans ce sens-là. Donc, effectivement, cette réalité objective, celle qui a été celle déterministe, etc., qu'on a inventée, etc., et qui, elle, se passe bien de l'invisible, qui repose tout entier sur les performances visibles et les protocoles d'une science visible, et qui rend les choses visibles. Alors, celle-là, à mon avis, effectivement, on doit passer à travers. Est-ce que c'est au nom d'une forme invisible, de quelque chose qui serait un autre lieu de légitimité des choses, je ne sais pas, une forme symbolique peut-être. C'est vrai que pour le langage, on pourrait très bien faire l'analyse du langage comme forme symbolique qui repose sur autre chose, effectivement, que sa visibilité. Hein, ça, c'est très clair. Que de loin, on est dans une transcendance, donc est-ce que la transcendance est invisible? Je veux bien. Moi, je passerai un peu à travers le visible et l'invisible dans ce sens-là pour dire, c'est vrai que la connaissance objective, il vaut mieux en tout cas la relativiser, et je pense qu'elle n'est pas du tout le fin mot de l'histoire, mais le fin mot de l'histoire serait plutôt dans ce que je disais à propos de l'image, là, quand Platon en parle et tout, c'est que si nous prétendons connaître le monde objectivement, en tant que sujet, connaître le monde comme objet, à mon avis, aujourd'hui, on est dans l'impasse. Là, toutes les sciences butent sur cette impossibilité, sur cette aporie définitive. Aujourd'hui, on n'est plus dans le sujet, l'objet, face à face, avec possibilité pour l'un de comprendre l'autre, un sujet du savoir, etc. Non. Il faut faire l'hypothèse d'une réversibilité, c'est-à-dire que nous pensons le monde dans la mesure où il nous pense. Hein, et il n'y a pas d'autre... Et c'est pas mystique du tout, hein, c'est une forme de réversibilité. Alors, ce n'est ni là le visible ou l'invisible, je ne sais pas comment ça joue par rapport à ça, mais en tout cas, je dirais ça. Hein, et moi, j'en vois un tout petit, mais infinitésimal exemple dans la photo, dans la mesure où je dis, il n'y a de photographie, de sujet photographique que si l'objet fait le travail, enfin, si c'est l'objet qui me pense, enfin, même à travers la technique, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de connaissance objective, il y a une forme de complicité, alors sujet, objet, etc., et ça on pourrait l'étendre à bien d'autres choses, au sexuel peut-être même aussi, dans cette réversibilité et cette complicité. Si on ne fait pas l'hypothèse que nous sommes pensés par le monde,
par l'objet, en même temps que nous imaginons, nous, le penser unilatéralement. Si on ne fait pas cette hypothèse-là, en effet, on en reste au stade presque archaïque aujourd'hui d'une réalité objective. Mais on pourrait en trouver des acceptions plus communes, hein, quand on dit, d'ailleurs, assez vulgairement dire, c'est pas nous qui regardons la télévision, c'est la télévision qui nous regarde. Hein. Bon, c'est un paradoxe, mais oui, c'est vrai, très exactement aussi. Mais à mon avis, c'est un mode, c'est un principe d'analyse, cette chose-là, que l'hypothèse de la réversibilité des choses comme ça. D'autres questions? Oui. Oui, j'ai écouté très attentivement votre discours. Il y a beaucoup de nous, les spectateurs, nous sommes impliqués dans un certain nombre de choses, etc. Comme si le monde dans lequel nous vivons n'était pas déjà lui-même structuré historiquement par des forces qui se développent, comme si les images aujourd'hui ne sont que des images comme efflorescence d'un monde particulier, dans lequel, qui sont issus par exemple d'un développement accidentel de la technologie, de la technique, de la photographie ou bien de la télévision. Aujourd'hui, je pense que le monde des images fait partie d'une industrie, qui est une industrie du spectacle. Il faut comprendre que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est un monde de la marchandise, dans une société qui est capitaliste, qui organise donc une exploitation capitaliste du travail, qui aliène le monde du travail par vous voyez la classique extorsion, aliénation donc du temps de vie au profit de la survie, mais qui en même temps organise une aliénation du temps des loisirs, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui travailleur, parce que vous n'avez pas parlé du travail, l'homme n'est pas simplement un spectateur, il produit les conditions de sa propre existence, il est non seulement aliéné parce qu'il ne se possède pas dans le fruit de son travail, il est dépossédé non seulement de son temps, mais dépossédé aussi de la finalité de son travail, mais il est aussi aliéné dans ses loisirs au sens où une part active de son temps est prise dans des loisirs qui sont distribués, imposés par une société. Et un premier élément. Et un deuxième élément qu'il faut absolument dire, c'est que vous avez le sentiment, vous donnez le sentiment que les gens sont dupes de ce qu'ils regardent. Vous êtes aussi victime un petit peu de cette théorie de McLuhan, selon laquelle le médium c'est le message. Eh bien non, le médium n'est pas le message, parce que les hommes résistent à la réification. Les hommes ne sont pas dupes des mensonges, ils sont toujours en position de négativité. La négativité, elle est active. L'homme est toujours l'esprit, est toujours ce qui nie. Le premier rapport, le rapport immédiat au monde, est un rapport négatif. L'identité immédiate est la différence consacrée. Cette différence se développe en contradiction, en opposition, en contradiction, si on le veut bien. C'est-à-dire, si on s'insère dans des actes de résistance au monde qui nous façonne et pour lequel nous ne sommes pas toujours positivement insérés dans sa aliénation, mais aussi, je pense que vous donnez une version très très positive du rapport effectivement aux images, au monde des images qui lui-même colonise l'ensemble de toutes les médiations du regard, mais aussi de la conscience. L'urbanisme, vous ne parlez pas d'urbanisme, vous ne parlez pas de la culture. L'urbanisme, c'est l'espace. On a une. Non, je vous arrête, excusez-moi. Moi, je veux bien. Tout ça, je l'ai bien compris. Hein, c'est ça, depuis longtemps. Mais il faut le comprendre activement. Par la résistance. Oui, d'accord. Non, je suis désolé. Mais je serais d'accord avec vous. Je dirais que nous n'entrons pas passivement dans ce système. Moi, j'ai fait un état des choses et tout. Je n'ai jamais dit que nous étions des victimes passives de cette histoire-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que spontanément, bien entendu, s'exerce une espèce de résistance, de droit de résistance. Mais là, il n'y a même pas à chercher dans l'idéologie de l'aliénation et du travail, etc. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose en nous qui, de toute façon, résiste à cette massification, à cette, vous dites société du spectacle, par exemple. Je pense que cette histoire de médias, est-ce que les gens croient à toutes ces histoires-là? Ben non, je pense profondément qu'ils n'y croient pas, qu'il y a une forte incrédulité, une forme d'ironie dans la réception de tout ça. Bon, d'accord, mais pas du tout par une prise de conscience politique, intellectuelle, etc. Non, il y a une vitale,
à la fois une réceptivité et une négativité, si vous voulez, vitale, qui s'exerce là-dessus. Bien entendu que nous ne sommes pas les victimes désignées ni passives de tout ça. Je ne prends pas les gens pour des cons. Faites-moi confiance quand même. C'est pas vrai. Ni pour des dupes. Ce n'est pas ça. Mais j'essaie de voir jusqu'où le système peut les piéger, peut essayer de les piéger, jusqu'où ça va, etc. Mais sur le fait qu'il n'y réussit pas, qu'il y a quelque chose d'irréductible, moi j'ai essayé de le voir dans l'image, mais on peut le voir dans la personne, dans tout, dans le mental, dans tout, qu'il y ait quelque chose d'irréductible. Si je le pensais pas, j'écrirais même pas, je n'essaierais même pas d'analyser ça. Alors là-dessus, si vous voulez, on est d'accord. Sinon, bon, on n'est pas d'accord. Vous me sortez la société du spectacle. Bon, on se l'est sorti pendant 40 ans maintenant pour nous. Moi, en tout cas. Non, il ne faudrait pas que les concepts oui, mais ça n'est plus vrai d'une certaine façon. Des catégories du spectacle. Précisément, vous faites partie de ceux qui aliènent les concepts de la compréhension rationnelle du monde, oui. qui veut rationaliser sa liberté et comprendre le monde. Mais moi, je ne parle plus en termes d'aliénation. Non, mais là, un dernier mot, parce que là, je pense que lorsque vous opposez au monde des images la production d'un nouveau monde d'images, moi, je pense qu'on sait depuis très longtemps qu'on ne peut pas lutter contre l'aliénation sous des formes aliénées. Et que nommer sa véritable misère, parce que nous vivons dans un monde de misère, c'est déjà un premier pas vers son dépassement. Et vous nous offrez aucune perspective de dépassement. Simplement un enracinement dans ce monde de l'imperfection. Je suis désolé de ne vous offrir aucune perspective. Bien, étant donné l'heure, je pense qu'on va transformer le débat sous une autre forme. Je vous invite à aller prendre un café dans la rotonde, donc à l'arrière de la salle. Nous vous remercions encore beaucoup, Monsieur Baudrillard, pour cette conférence.